Alors, merci Dave. Nous voilà d'ailleurs tous rassurés sur le rôle des syndicats. On va passer maintenant à la présentation de Christian Darvaux et Christian Lemire de chez Safran. Bonjour. Excellent. Donc, il y a des bons côtés et des mauvais côtés à passer comme ça plus tard dans la journée. Les bons côtés, c'est qu'on a vu que c'était difficile de changer les planches puis pas se tromper. Le mauvais côté, c'est qu'il y a plein de choses qu'on va dire que vous avez déjà entendues. Donc, on va essayer de rendre ça dynamique. Collaborer pour innover. Je vais vous donner 2 exemples pour dissiper tout doute sur la collaboration. Moi et Christian, on a fait du covoiturage ce matin. Puis à tous les vendredis, on joue au hockey ensemble. Donc, si ça, c'est pas de la collaboration. Donc, je vous présente rapidement l'entreprise pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il y en est. Safran Landing System à Mirabel, c'est une usine qui œuvre dans le train d'atterrissage. On est spécialisé dans la fabrication d'une composante du train d'atterrissage qui est le caisson, dont vous avez une image là derrière. Des caissons de très grande dimension. Nos clients ultimes, c'est Airbus et Boeing. Par contre, nos produits qu'on fabrique à Mirabel ne sont pas livrés directement chez eux, mais plutôt chez nos compagnies sœurs en Angleterre, en France pour les produits Airbus, à Toronto pour les produits Boeing. L'usine de Mirabel, c'est 300 employés, un peu plus de 300 employés qui opèrent cette usine-là 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Excusez, je mue. Puis on a... Non, ça passe pas, ça. Puis on a sur le site l'ensemble des procédés de fabrication pour transformer un caisson, une forge en fait, qui a un gros bloc d'acier jusqu'à un produit, comme vous voyez sur l'image, peinturé, bagué, prêt à l'assemblage final. Merci. Je sais pas où je vais mettre ça. Les derniers produits qu'on a industrialisés chez nous, c'est les nouveaux avions, le Boeing 787, le Dreamliner, puis le Airbus A350, le -900. Donc, on fabrique en source unique chez nous à Mirabel. C'est les produits que nous, on appelle affectueusement là, nos nouvelles générations. Puis le projet qu'on vous parle aujourd'hui, bien, ça s'inscrit directement dans cette optique-là. Donc, tout ça commence autour de 2009. On voyait ces 2 avions-là, les prévisions de vente de ces 2 avions-là exploser. C'était clair pour nous qu'on était face à des gros investissements parce qu'on n'avait pas du tout la capacité de subvenir à ces besoins-là, donc à cette charge de production-là qui s'en venait là, dans les prochaines années. Donc, ce contexte-là, bien évidemment, c'est un contexte qui est favorable au changement, on s'entend. On a des nouveaux investissements qui arrivent, mais ça vient aussi avec des contraintes qui viennent du marché, des contraintes de compétitivité. Donc, on n'investit pas aujourd'hui juste pour faire du pareil au même. On investit aujourd'hui pour faire mieux, pour faire plus, pour faire plus gros, pour faire tout ce qu'on veut. Donc, pour être plus compétitif, pour couper les coûts, on a entendu ça ce matin déjà, couper les coûts de fabrication drastiquement, pour optimiser le flux de production, réduire les lead times, etc. Donc, notre projet qui vient tout en haut de ça, qu'on a appelé Closed Door Machining, puis dans lequel je vais vous expliquer un peu plus tard ce que ça veut dire, tout ça. Donc, on était au départ d'un investissement majeur, d'un nouvel atelier dans lequel on avait décidé d'implanter le Closed Door Machining. Et voilà. Donc, pour partir un projet comme ça prend une vision, bien entendu. Donc, la vision, c'était qu'on allait investir dans ce nouvel atelier-là avec une approche de Closed Door Machining. Quand vous entendez Closed Door Machining, là, ça peut être appliqué à n'importe quel projet d'automatisation, de robotisation, n'importe quel projet, en fait, dans lequel on va changer
drastiquement la façon de travailler des gens qui font ça depuis des années. Donc, pour nous, Closer Machining, ce qu'on a partagé avec tous les gens qui allaient être impliqués dans ce nouvel atelier-là, autant les gens de fabrication, les syndicats, que les gens techniques, toutes les natures de travaux que vous pouvez connaître dans un atelier d'usinage. On leur a dit, dans ce nouvel atelier-là, on va éliminer les interventions en cours d'usinage. Donc, on était habitué d'avoir des centaines de M0 pour ceux qui connaissent la terminologie, des arrêts déjà programmés. On voulait éliminer tout ça. On voulait aussi éliminer la surveillance des hommes de nos machines. On voulait faire confiance à la technologie. Puis on voulait briser le moule aussi d'avoir un machiniste par machine. Ce qu'on leur disait depuis que la compagnie avait été inaugurée en 1991, c'était on fabrique des pièces qui valent une fortune. On a besoin d'avoir un machiniste sur le bord du contrôle, prêt à agir. Bien là, on venait de casser ce moule-là. Puis on leur disait plutôt, nous autres, ce qu'on va avoir dans le nouvel atelier, c'est une équipe de machinistes qui va gérer un parc d'équipements. Donc, ça venait changer pas mal leur quotidien. Donc, en 2011, on inaugure notre nouvel atelier qu'on a appelé Mirex pour Mirabel Expansion, dans ce bâtiment-là, on allait installer graduellement, machine après machine, mais toujours dans une intention claire et partagée avec tout le monde qu'on n'allait certainement pas faire du copier-coller de l'usine d'origine. Alors, pour opérer le changement, bien entendu, ça c'est des choses que vous avez déjà entendues depuis le début de la journée. Bien, ça prend des gens, des gens qui vont s'en occuper d'opérer ce changement-là. Donc, en interne, on n'a pas fait appel à de consultants. Donc, Pierre va être content. On n'a pas fait appel de consultants. On a plutôt décidé de faire confiance aux gens en interne. On a formé une équipe multidisciplinaire. Il y avait de toutes sortes de gens là-dedans. Il y avait, des machinistes. Il y avait des black belts de l'amélioration continue. Il y avait des programmeurs CNC, des agents méthodes, des managers, des personnes des ressources humaines. J'en oublie, des techniciens maintenance. Donc, il y avait des gens qui venaient de toutes les fonctions de l'entreprise pour pouvoir opérer ce changement-là. Puis, on leur a délégué plein de responsabilités. Ils devaient nous implanter un atelier. Ils devaient sélectionner les équipements, sélectionner les options sur ces équipements-là qui allaient favoriser le déploiement de la vision, donc favoriser le closer machining. Il allait devoir développer des processus de fabrication qui sont plus robustes, qui sont plus sécures, toujours dans un mode d'optimiser l'utilisation du closer machining avec moins d'intervention, avec moins de surveillance. Il allait devoir intégrer des outils technologiques pour remplacer la supervision qu'on avait des machines par l'homme, mais plutôt d'utiliser des moyens technologiques, des logiciels, des sensors, etc. Il allait aussi devoir comprendre puis optimiser les modes de fonctionnement des équipes de travail. Donc, aujourd'hui, il y a encore des machinistes, là, mais par contre, le travail du machiniste a vraiment évolué dans cet atelier-là. Donc, il allait devoir mettre en place des nouveaux modes opératoires de ces machinistes-là, définir des tâches, etc., etc. Puis, il allait, bien entendu, devoir gérer le changement. Ils ont eux-mêmes décidé de briser ce travail-là en 4 grands lots de travail qui sont affichés là, sur la planche. Donc, le processus, l'environnement, la surveillance, la gestion du changement. Puis, là, ils ont commencé à opérer le changement. Puis, c'est là que je vais faire appel à Christian, qui a eu un rôle important à jouer là-dedans. Bonjour. C'est sûr, quand on parle de changement, quand ça fait déjà 19 ans que tu travailles d'une méthode, que tu fais du jour au lendemain qu'on change de produit, c'est pas que ça fait peur, mais les changements, certaines personnes vont embarquer,
d'autres n'embarqueront pas. Dans le groupe qu'on était, on parlait qu'on avait une réunion par semaine, qu'on parlait des problèmes qu'on peut avoir sur la machine. On est parti d'un produit qui prenait 49 heures dans la section qu'on appelle la vieille génération à 27 heures aujourd'hui. Sans intervention, on embarque la pièce, on la débarque 27 heures après, que ce soit des pauses, dîner, la machine roule toute seule. Oui, tantôt on a parlé que les roues d'Aftec, le téléphone sonne si la machine elle arrête, on sait si c'est une alarme ou si c'est un problème machine. Fait que tout ça fait en sorte qu'on a développé un produit qui prenait 49 heures. L'opérateur restait sur la machine. À un moment donné, on s'apercevait que certaines parties devenaient bon à rouler toute seule. On le mettait vert. Fait que, en faisant tout ça en sorte aujourd'hui, oui, l'implication fait en sorte que même les gens qui sont dans la nouvelle génération ne retourneraient pas dans la vieille génération. Le contexte fait en sorte que les machines sont fermées, c'est moins bruyant. Il y a de la lumière dans l'usine. L'espace est là aussi, côté propreté. Fait que les gens qui embarquent, je dirais qu'il y en a qui disaient tantôt peut-être le milieu a peur, les jeunes ils veulent embarquer. Je vous dirais c'est tout le monde embarque, que ce soit les nouveaux, ceux qui sont là depuis 25 ans, parce qu'on a compris que si justement, quand il disait tantôt, si on n'investit pas, qu'on ne change pas, on va perdre nos jobs. Fait qu'aujourd'hui, c'est le principe qu'on fait quand on se présente le matin, moi je suis de jour, j'ai une rencontre avec le corps de soir, le soir, j'ai une rencontre le matin, on se donne nos problèmes qu'on a ensemble, on les gère ensemble. On a un problème, c'est nous qui va voir la qualité, qui va voir l'ingénieur. C'est pas dire que je suis simplement machiniste, je fais tout. Quand ma machine est verte, qu'on appelle qu'elle roule toute seule, bien, j'ai 5 machines à gérer, on est 3. Fait qu'on se déplace sur les machines. Fait que souvent, il peut y avoir 5 machines qui vont rouler, qui n'ont pas besoin d'individus. D'autres fois, ça va être 3 machines qui vont avoir besoin, les 2 autres vont rouler toutes seules. Le chiffre de nuit, des fois, il y a besoin de prendre un lift, prendre un bac à copeaux, qui est les résidus, qu'elle le vider pour le faire, sinon, s'il ne le fait pas, la machine va arrêter. Fait qu'on est plus qu'un simple machiniste, on gère à peu près de tout. L'ambiance, je vous dirais, est quand même bien. Il y a des contextes, des fois, c'est plus difficile, moins facile, mais je vous dirais dans l'ensemble que le changement, même quand on a côté syndiqué avec l'employeur, nous, à Mirabel, ça va bien. C'est la question que j'avais apportée aujourd'hui. Merci. Ben, merci, Christian. Tu as super bien fait ça. Vraiment. C'est pas ta job hein, de parler comme ça. Tu as bien fait ça. Tu pourrais te recycler. Donc, un des points, je pense, que j'ajouterais au rôle de Christian dans tout ce développement-là, c'est qu'il était un peu le trait d'union entre l'équipe qui se réunissait à toutes les semaines, et c'est lui qui amenait le feedback de ses collègues de travail. C'est lui aussi qui était utilisé pour tester des nouvelles idées que l'équipe avait, pour voir si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, etc. Donc, il a joué un rôle essentiel dans la gestion du changement de cet nouvel atelier-là. Un autre point, on changeait beaucoup le travail de machiniste, on éliminait les interventions, on éliminait la surveillance. On a commencé dans un premier temps par complètement éliminer l'intervention. On a oublié là, dans un premier temps là, de s'attaquer au sans-surveillance. On a commencé par mettre les processus robustes, puis on a éliminé les interventions. Le machiniste était toujours devant sa machine dans un premier temps pour prendre confiance à la nouvelle technologie, prendre confiance au changement, pour se rendre compte que petit à petit, la machine a de moins en moins besoin de moi. Donc, ça aussi, ça prend un peu de patience pour que le changement s'opère. Donc, je passe aux facteurs de succès. Des choses que vous connaissez déjà, peut-être d'autres qui sont plus nouvelles, je ne sais pas. Je pense que ça prend, pour faire une transformation comme ça, un contexte qui est favorable. Gestionnaire, si vous n'avez pas un contexte qui est favorable, créez-en un. Trouvez des idées pour bâtir ce contexte-là, pour mettre en place ce contexte-là qui est favorable. Tout devient beaucoup plus logique et compréhensible par la suite. Partagez une vision qui est franche. N'ayez pas peur de dire ce que peuvent être les conséquences. Par exemple, chez nous, c'était clair et net que c'est pas parce qu'on allait implanter un nouvel équipement qu'on allait avoir un nouveau camp de jour qui allait s'ouvrir. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui était franc et clair depuis le début de la vision.
Oui, c'est sûr que c'est triste, mais si on veut réduire nos coûts de production, au Québec, veut pas, on a une main-d'œuvre qui est quand même qui coûte significativement cher comparativement à la compétition dans d'autres pays qu'on connaît. Donc, il faut travailler ce point de vue-là aussi, pas juste au niveau de la machine, mais la main-d'œuvre aussi, il faut qu'elle soit mise à contribution avec tout son savoir. Il faut bâtir une équipe qui est engagée, une équipe qui est déterminée. Encore une fois, ça revient sur profiter des gens en interne qui connaissent le métier. Avoir une communication qui est ouverte, donc s'assurer que ce n'est pas un one-man show. De toute façon, vous ne réussirez pas. Ça ne donne absolument rien d'utiliser votre champion en gestion de changement puis lui dire, ben voici, vas-y mon homme, exécute ça. Ça prend une équipe, ça prend des gens qui sont capables d'aller voir c'est quoi les craintes, d'aller voir c'est quoi les choses qui ne marchent pas puis de les ramener. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, changer de direction, puis poursuivre vers des meilleures solutions. Il ne faut pas dénaturer les métiers. Nous, on s'en est rendu compte. À un moment donné, on s'apercevait que les machinistes avaient du temps, parce qu'on n'avait pas nécessairement au début autant de machines qu'on en a aujourd'hui, mais on avait quand même une bonne quantité de machinistes. Puis les opérations étaient de plus en plus automatiques, moins d'intervention, etc. Puis là, on s'est mis, OK, il faut trouver qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là. Puis là, on s'est mis à être créatifs, là, tout le monde. On va lui faire ci, on va lui faire ça, pour se rendre compte que non, ça ne marchait pas du tout. Donc, on est revenu à la base. C'était quoi leur métier? Puis aujourd'hui, on les utilise beaucoup plus dans l'optimisation d'outillage, dans de l'analyse de non-conformité, de non-qualité. Ils ont travaillé d'eux-mêmes à mieux servir le client interne, à travailler différemment chez eux pour éliminer du polissage, par exemple, du rodage, etc. Donc, ne pas dénaturer les métiers, puis d'être patient. Si vous croyez en tant que gestionnaire, si vous vous lancez dans un projet de transformation comme ça, avec un bel échéancier de 6 mois, vous allez être déçu. Plutôt, partagez la vision, engagez votre équipe, suivez l'équipe, puis laissez-le travailler. Donc, en conclusion de tout ça, en réunissant tous ces facteurs-là chez nous, on a bâti un environnement de travail qui est stimulant, où la technologie est utilisée au service des machinistes, mais aussi au service de la rentabilité de l'entreprise. 10 ans après la première idée, on va usiner aujourd'hui un peu plus que le volume initialement prévu, avec 10 machines-outils, alors que le plan initial en comptait 15. Pour ceux qui ont déjà vu nos machines, vous savez que c'est des investissements majeurs. On opère cet atelier-là avec 5 machinistes et moins sur l'ensemble des quarts de travail qui se succèdent pour favoriser le flux des pièces. Puis, comme j'ai dit, on utilise les machinistes dans leur cadre de compétences de la façon qu'eux le souhaitent au profit de l'entreprise. Merci beaucoup.